Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions. C'est du bricolage polonais communiste. Alors on nous présente ça comme l'orifice par lequel donc, les soldats allemands... Alors maintenant c'est admis, hein. Maintenant ils reconnaissent que ça n'a jamais existé. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question. Nous sommes au-dessus de la prétendue chambre à gaz d'Auschwitz I. Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. En réalité, ça a été fabriqué après la guerre et pour les touristes. Lorsque vous avez parlé de point de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment? À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, parce que je crois que c'est la vérité. Et effectivement, il n'y a pas de... Aucune instance internationale n'a statué sur le fait qu'il y avait un génocide. Il y avait un génocide. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a un génocide ouïghour, il y a eu un génocide arménien, il y a eu un génocide juif, il y a eu des génocides au XXe siècle. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza. J'y peux rien. Parce que je crois que c'est la vérité. En tant que passionné d'histoire et de politique, et par votre volonté de renforcer votre savoir et votre esprit critique, vous avez sûrement déjà été confronté à de tels discours, ne serait-ce qu'à travers les extraits que vous venez de voir. Le négationnisme est un concept relativement récent dans l'inconscient collectif, que nous définirons plus amplement par la suite. Car contrairement à ce que nos élites, nos médias et les réseaux sociaux ont pu nous habituer, le négationnisme est un terme dont il ne faut pas faire usage sans réflexion. Et si aujourd'hui ce concept est souvent marqué à l'extrême droite du spectre politique, qu'importe le pays d'ailleurs, un auteur français s'est penché sur de tels discours, qualifiables de négationnistes, qui a gangréné une partie de l'exact opposé du spectre politique, principalement les leaders et intellectuels communistes des dernières décennies. Pour pouvoir lutter efficacement contre les résurgences d'idéologies qui, en Europe, ont causé les pires catastrophes du siècle dernier, il faut aussi regarder le passé de ceux qui les ont vaincus et se rendre compte que des régimes communistes, bien qu'étant alliés de la France contre le Troisième Reich, ont aussi engendré leur part de catastrophes innommables. Peut-être pas à l'ouest du vieux continent, mais quand même des centaines de millions de personnes à travers leur histoire, leurs frontières et leur chair en ont subi de lourdes conséquences. C'est de ces épisodes monstrueux dont nous parlerons, de comment une certaine partie de la gauche d'hier, personnalités politiques ou intellectuelles, ont cherché à cacher, à réduire une réalité et se sont volontairement aveuglés jusqu'au point d'affaiblir leur camp. Une politique de la terre brûlée, du souvenir de l'effroi nié, qui, appliqué aux esprits des masses, finiront par les en dégoûter. Et d'un mouvement lent mais volontaire, elles se détourneront des partis qui leur promettaient justice sociale et l'égalité dans la dignité. Certains intellectuels proches du parti feront de leur côté leur autocritique, titre éponyme d'un certain Edgar Morin, mais qui n'empêchera pas les citoyens de perdre foi en un certain esprit de la politique. Tout d'abord mis en avant par le déni de certains esprits sur la réalité de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale, le négationnisme est aujourd'hui un terme qui englobe le déni de tout acte d'atrocité majeure, commise à large échelle sur une ou des populations, comme les génocides ou plus largement les crimes contre l'humanité. À noter la différence majeure entre négationnisme et révisionnisme. L'histoire étant une science, le révisionnisme consiste en une nouvelle interprétation des faits historiques à partir de la découverte de nouvelles sources authentifiées et qui peuvent amener à une révision de la connaissance historique initiale. Par contre, le négationnisme consiste à minimiser, nier ou rejeter des faits historiques tels qu'ils sont présentés, quand bien même les sources indiquées pour le faire n'ont pas l'assentiment de la communauté historique. Il faut revoir, plan par plan, ce qu'on vous a fait ingurgiter. Et vous allez mesurer la distance qu'il y a entre ce que dit le commentaire et ce que montre le commentateur. La distance est considérable. En France, ce courant de pensée, si on peut le désigner comme tel, trouve ses racines dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et plusieurs auteurs en ont été les figures de proue. Robert Faurisson est sans doute l'un des noms les plus connus. Ancien professeur de lettres à l'université de Lyon, Faurisson a remis en question l'existence des chambres à gaz dans les camps de concentration nazis, affirmant qu'il s'agissait de propagande alliée. C'est par là qu'on aurait déversé le zyklone B. Oui. Bon,
Et l'hôpital SS se trouve ici, à 20 mètres. Bon. Et en réalité, ça a été fabriqué après la guerre et pour les touristes. Et puis, voilà. Et comme tout y est faux, il a publié plusieurs textes, notamment des articles dans lesquels il prétendait démontrer l'absence de preuves matérielles concernant l'extermination systématique des Juifs. Léon Poliakov, pour sa part, a écrit une chose stupéfiante. Il a dit « Des archives éventrées du Troisième Reich, on a trouvé tout ce qui était imaginable sur toutes les questions possibles et imaginables, mais sur l'extermination des Juifs, aucun document n'a été trouvé, virgule, n'a peut-être jamais existé. » C'est extraordinaire. Les déportations ont existé. Les convois de déportation ont existé. Les camps de concentration ont existé. Les fours crématoires ont existé. Mais est-ce que pour autant on a le droit de dire d'Auschwitz que c'était un camp d'extermination? Il utilise pour cela l'hypercriticisme, qui consiste en une critique appuyée de l'ensemble des faits, sur tant de détails qu'à la fin, la perception en est totalement changée. Il faut revoir, plan par plan, ce qu'on vous a fait ingurgiter. Regardez ce que j'apporte à l'appui de ce que j'affirme au terme de mes recherches. Prenez ces choses-là, comme on dit en anglais, at face value. Vous l'avez là. Faurisson a été plusieurs fois condamné en justice pour ses propos. Je terminerai, parce que je tiens à le dire, sur une note plus personnelle encore. Monsieur Faurisson, tout à l'heure encore, vous a répété, oui, cette entreprise, cette escroquerie politico-financière. Alors, ça veut dire quoi? Si on le traduit dans sa vérité humaine comme moi je l'ai vécue, ça veut dire que tous ceux qui sont morts, les parents et les autres, tout cela sont devenus les instruments conscients, utilisés par tous les juifs. Pour quoi faire? Pour arracher des réparations auxquelles ils n'auraient pas eu droit? Et j'en verrai toujours ma mère recevant les misérables indemnités parce qu'il ne restait rien. Alors elle était quoi? L'acomplice d'une escroquerie politico-financière? C'était ça qu'elle faisait à cet instant-là. Et ses fils, nous étions quoi? Les profiteurs? Les bénéficiaires de cette escroquerie? Les mots d'un sens. Sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous. Et pour qu'il n'y ait aucune équivoque. Que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Faurisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Paul Racinier, autre figure historique du négationnisme français, est un ancien résistant du PCF, déporté à Buchenwald, mais qui, dès les années 1950, a commencé à remettre en question l'ampleur des persécutions nazies. Dans ses ouvrages, comme Le mensonge d'Ulysse ou Le drame des Juifs européens, Racinier minimise le nombre de victimes juives et conteste l'existence de la politique d'extermination organisée, quand bien même des preuves factuelles de la conférence de Wannsee nous montrent le contraire. Maurice Bardèche, écrivain et critique littéraire, est aussi une figure du négationnisme qui s'est fait connaître par des œuvres comme Nuremberg ou La Terre Promise, dans lesquelles il critique les procès de Nuremberg et défend une vision, selon lui, révisionniste des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les travaux de ces auteurs, bien que déconsidérés par la communauté académique et condamnés légalement en France, ont joué un rôle dans la diffusion des théories négationnistes. Ils ont influencé certaines franges de l'extrême droite et ont continué à alimenter des débats sur l'authenticité de la Shoah. En France, la loi Guessot de 1990 a été mise en place pour réprimer la négation de crimes contre l'humanité, visant spécifiquement à contrer ces discours, ce qui ne les empêche pas d'être entretenus dans l'ombre par des esprits médiocres. En ces temps de développement de l'intelligence artificielle, rappelons-nous que la démocratie, comme l'intelligence artificielle finalement, n'émerge qu'à partir de l'intelligence collective. Partons alors du principe que cette dernière s'accorde sur des faits biographiques d'un auteur renommé dans son milieu. Ainsi sera fait le portrait de Thierry Volton. Journaliste de formation, à Libération, Radio France Internationale ou Le Point, Thierry Volton a la possibilité encore jeune de voyager derrière le rideau de fer et de rencontrer des dissidents comme Václav Havel, Adam Michnik ou Andreï Sakharov. Il rédige par la suite de nombreux livres consacrés aux relations internationales, à l'histoire des pays communistes et à la politique française.
Il a enseigné de 2007 à 2015 l'histoire du communisme et de la guerre froide à l'École supérieure de commerce de Paris-Europe. Sa trilogie, Une histoire mondiale du communisme, parue en 2015-2017, veut donner un récit des conséquences qu'a eu l'application de cette idéologie au XXe siècle et sur ce qu'il en reste encore de nos jours dans le monde. Il a également été, de 1991 à 2005, responsable de la rubrique gastronomique du magazine Elle, sous le pseudonyme de Léo Fourneau. Ça s'invente. En février 2024, la révélation du passé d'agent du KGB de l'ancien directeur de l'Express, Philippe Grimbach, dévoile que jusque-là, la seule tentative connue d'en savoir plus sur ses années d'espion avait été celle de Thierry Volton en 2000. Nous pouvons en conclure que Thierry Volton, par sa capacité à faire ressurgir des événements en partie occultés par l'histoire, est un auteur au travail sérieux et reconnu par ses soutiens, comme par ses adversaires. Je suis assez révolté, je ne vous cache pas, par les décisions des États qui ont décidé de suspendre l'aide, alors que justement la population gazaoui souffre énormément et qu'il y a des morts et qu'il y a de la famine qui est en train de se mettre en place, etc. Donc, première chose. Deuxièmement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand même les ONG qui sont sur des terrains de guerre sont là en général pour aider les victimes. Ils ne sont pas là pour soutenir les agresseurs, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que du côté des victimes, évidemment, alors quand Israël attaque, soupçonne, en tout cas dit que les ONG sont souvent proches du Hamas, excusez-moi, elles sont proches des victimes avant toute chose. Joseph Staline est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Dès le lendemain, les journaux en font leur une, et ceux dont le profil politique se situe à gauche mettent en avant le grand leader communiste qu'il fut. Et il est vrai que Staline et les États sous son pouvoir furent de précieux alliés durant la Seconde Guerre mondiale contre Hitler et ses nazis. Les bolcheviks communistes payèrent un lourd tribut, humain et matériel. Seulement, c'est oublier un peu vite le pacte germano-soviétique, un traité qui déjà, parmi la gauche à travers le monde, a divisé bien des partis. On ne pactise pas avec le diable. Mais peut-on vraiment perdre sa filiation avec le petit père des peuples? Au-delà de ce pacte, qui fut trahi par la partie germanique, les procès de Nuremberg étaient l'occasion de mettre en avant bien des similitudes entre le régime hitlérien et stalinien, notamment la centralisation du parti au détriment de toute opposition politique, l'arrestation et la déportation d'intellectuels dissidents, la mainmise d'un seul homme et de son entourage sur la destinée de tout un peuple, et même au-delà. Pour Thierry Volton, ici commence le négationnisme de gauche. Au nom de la victoire des Alliés face à la barbarie nazie, il faut se montrer tolérant avec l'allié de circonstance qu'est le régime bolchevique. Il ajoute « Le négationnisme de gauche est antérieur au silence de Nuremberg, comme l'atteste la cécité volontaire de l'Occident face aux crimes communistes depuis octobre 1917 et plus encore depuis les années 30 staliniennes. Le tribunal militaire se contente d'apporter une caution juridique internationale à un déni ancien. Reconnaître la dimension criminelle du régime de Staline aurait été admettre une part de complicité chez les alliés occidentaux, coupables d'avoir fermé les yeux sur les agissements du diable bolchevique pour combattre l'autre diable nazi. » Autre exemple. En 1973, soit 20 ans après le décès de l'homme d'acier, sort un ouvrage qui fera trembler l'Occident. L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, qui décrit la réalité des camps de travaux forcés, en partie maintenus par les successeurs de Staline et qui écorneront à jamais l'image de l'URSS pour le reste du monde. En France, à un moment où le Parti communiste français et les compagnons de route du parti possèdent encore un poids déterminant dans les débats intellectuels, la parution de l'ouvrage de Solzhenitsyn joue le rôle de catalyseur idéologique pour bon nombre de ces intellectuels qui doivent prendre position face au récit détaillé de la réalité du goulag. Le PCF, par l'intermédiaire de l'humanité, s'efforce alors de banaliser et de minorer le rôle des dissidents, souligne que l'URSS ne vit plus à l'heure du stalinisme et rappelle que l'heure est à la lutte pour vivre mieux, l'anticommunisme divise. Pour le PCF, la sortie de l'ouvrage prend la dimension d'une provocation et dès décembre 1973, le parti lance une vaste offensive pour tenter de neutraliser la portée du discours Solzhenitsyn. Le 18 janvier 1974, le bureau politique fait savoir que les faits qui servent de base à ce livre ont été depuis longtemps rendus publics et condamnés par le Parti communiste de l'Union soviétique lui-même, notamment en 1956 lors de son 20e congrès. Pour cette raison, il n'y aurait aucune nécessité de lancer de nouveaux débats. Le Parti communiste va également s'efforcer de stigmatiser l'écrivain. Pour cela, il utilise deux angles d'attaque.
Il insiste, d'une part, sur la liberté de parole dont bénéficierait l'écrivain en URSS, et, de l'autre, le présente comme ayant des sympathies pro-nazis, mettant en avant le caractère profondément réactionnaire du personnage. Je vous invite à la découverte du livre « Le désenchantement des clercs » de François Ourmand, dont est tiré ce paragraphe. Un autre événement d'une horreur absolue aura lieu lors de cette seconde moitié du XXe siècle. Une fois encore sous l'apparence d'un régime communiste, et qui participera à la perte d'adhésion pour un grand nombre de citoyens dans le monde, tant la mise en pratique de son idéal fut pervertie et donna naissance à un traumatisme pour l'humanité. Il est notoire que l'ère stalinienne a été plus meurtrière que l'époque léniniste, pourtant déjà mortifère. De même, le stalinisme fut un moindre mal comparé au maoïsme. La lutte des classes, moteur de l'histoire, a toujours eu besoin de davantage de matériaux humains pour avancer. L'apogée dans cette montée aux extrêmes est atteinte au Cambodge avec l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges en avril 1975. L'incroyable tragédie qui allait se jouer dans ce pays d'Asie du Sud-Est, où près d'un tiers de la population devait disparaître en moins de 4 ans, va démontrer que les leçons du passé ne servent à rien. À l'époque, la prise de Phnom Nehm est saluée par la majorité des médias dans le monde comme une libération. L'exode forcé de ces millions d'habitants et de réfugiés, imposé par les vainqueurs, est perçu comme une mesure nécessaire destinée à guérir ce peuple de la contagion impérialiste. Après des années de guerre, le bouclage total du pays est présenté comme une salutaire prophylaxie. Par leur radicalité, Pol Pot et ses camarades montrent la face réelle du communisme, exactement comme l'extermination des Juifs dans les chambres à gaz a dévoilé le vrai visage du nazisme. Nier cette réalité cambodgienne devient un enjeu considérable pour qui veut encore exonérer l'idéologie de ce nouvel héritage sanglant. Toutes les armes connues du négationnisme sont alors déployées pour minimiser, relativiser, voire escamoter les faits. Ce passage du livre de Thierry Volton fait effectivement froid dans le dos. Quiconque s'intéresse aux idéologies politiques et à leur application pratique a déjà dû voir des vidéos ou lire des ouvrages sur cette période tout simplement inhumaine de l'histoire du Cambodge. C'est en partie dû au témoignage d'un certain François Ponchot, qui, en 1977, publie « Cambodge, année zéro », un témoignage exceptionnel sur ce qu'il a appris de ce pays bâillonné. La vérité perce enfin, tout comme vont se réveiller ceux qui veulent à tout prix en limiter l'impact et tenter de sauver le bébé communiste de l'eau du bain sanglant khmer. Un grand nom, éminent linguiste et professeur américain, tentera de décrédibiliser Cambodge, année zéro. Il s'agit de Noam Chomsky, auteur prolifique qui a inspiré bien des intellectuels du monde entier, dénonçant la fameuse fabrique du consentement, qui étale ses méthodes de marketing comme des moyens de manipulation au seul but de créer un faux besoin de consommation. Sa prise de position concernant le régime khmer est assez surprenante. Chomsky, linguiste américain de renom, enseignant au prestigieux MIT, est le premier à sortir du bois. Il se penche sur le livre de Ponchot pour y noter des différences entre ses articles parus dans Le Monde et ce que relate son livre Cambodge, année zéro. Chomsky tranche doctement, dénonce des négligences, des faiblesses mythologiques, autant de moyens qui visent à neutraliser la portée du livre, à saper la crédibilité des témoignages rassemblés. La discussion se détourne alors de la tragédie cambodgienne pour s'intéresser à la manière dont elle est rapportée, voire exploitée. Cela suffit à introduire le doute quant à la véracité des faits, une méthode négationniste par excellence. Il faut revoir, plan par plan, quel crédit attribuer à des fuyards forcément opposés au nouveau régime. L'angle d'attaque choisi par Chomsky est nullement scientifique, comme il aimerait le faire croire en pinaillant sur les détails, à l'instar d'un certain Forisson sur les détails des chambres à gaz, c'est de l'hypercriticisme, et cela a un but politique non scientifique. Puisque nous sommes dans les bains de sang, Jean-Pierre Faye. Oui, mais les bains de sang, ça fait partie du discours par lequel on va justifier les massacres. Parce qu'on va dire, et c'est le discours impérial, c'est l'Empire, on va dire il faut éviter les bains de sang, donc on intervient et on massacre. C'est ça qui fonctionne depuis 10 ou 15 ans, ou 20 ans. C'est ça que Chomsky a voulu montrer. Il a voulu être le montreur de ce discours impérial. Et alors il l'a même si bien montré dans ce petit livre que le livre a été aussitôt frappé par le discours en question. C'est-à-dire que
les choses, les contrôlent le pouvoir, c'est-à-dire les grandes corporations, comme on les appelle là-bas, sont intervenus dans les coulisses et ont supprimé le livre. Ils ont même supprimé la maison d'édition qui avait publié le livre, et le directeur, Claude McCaleb, est maintenant chauffeur de taxi à Boston. Lorsque le régime Khmer tombe enfin en octobre 1979, la revue Change, dirigée par Jean-Pierre Faye, publie le compte-rendu d'un débat autour de Noam Chomsky et de Régis Debray. Narration et pouvoir, massacre et médias. Si la situation cambodgienne est au cœur des échanges, ce n'est point pour évoquer le sort de la population, mais pour juger de la manière dont les médias traitent des informations venues de ce pays tout juste libéré de la férule des Khmers rouges, chassés du pouvoir par les communistes vietnamiens. Avec cette libération, le voile se lève peu à peu sur les horreurs commises. Ce débat serait le fondateur d'un renouveau du négationnisme de gauche. Les arguments utilisés puis développés par la suite ressemblent, à s'y méprendre, à ceux dont usent, au même moment, les négateurs des chambres à gaz. Une prise de position de la part de ce grand intellectuel de gauche qui fait froid dans le dos et qui, jusqu'ici, n'a jamais pu faire son autocritique, contrairement à d'autres. Une prise de position qui fera à jamais tâche dans la prestigieuse carrière et le complexe développement de la pensée de Noam Chomsky. Parmi la centaine de vidéos que vous pourrez trouver sur ma chaîne dédiée au mécanisme du pouvoir et à laquelle je vous invite cordialement à vous abonner pour la faire connaître au plus grand nombre, se trouve un podcast consacré au texte « Les chiens de garde » de Paul Nizan, ainsi qu'une autre vidéo dédiée au livre « L'univers concentrationnaire » de David Rousset. Deux auteurs communistes, mais qui eurent chacun à leur manière suffisamment de courage politique pour dénoncer les dérives de leur parti et suffisamment d'expérience de la souffrance des camps de concentration pour démontrer que même des alliés objectifs contre le nazisme peuvent finir par adopter leurs méthodes contre leurs propres opposants politiques. Ainsi, pour Paul Nizan, communiste dans l'âme, qui a vu de ses yeux les ravages de la colonisation sur les populations indigènes et qu'il dénonce dans Aden d'Arabie, sera un grand intellectuel et une valeur sûre pour les idées du Parti communiste. Il dénoncera aussi les philosophes pantouflards de son époque, véritables chiens de garde du pouvoir, dominateurs sur les masses ouvrières et paysannes. Un terme qui sera repris pour dénoncer de nos jours les journalistes et les émissions médiatiques qui font tout pour divertir le peuple sans abîmer l'image des gouvernants. Pour l'écrivain et journaliste, le prix interallié obtenu pour la conspiration est vécu comme une consécration. On dit toujours qu'il y a une espèce de contradiction entre l'activité éphémère du journaliste et l'activité qui a des ambitions de permanence du romancier. Je crois que c'est exactement le contraire, et que si le roman est un moyen de connaissance du monde et de la vie, le romancier est admirablement aidé par les exigences quotidiennes du métier. Lors de la signature du pacte germano-soviétique, Paul Nizan, pourtant membre éminent du PCF, n'a pas été mis au courant par ses camarades. Le 22 août, coup de tonnerre. La signature du pacte germano-soviétique est annoncée. Elle est saluée avec enthousiasme par Aradan et par la démission de 22 parlementaires communistes sur 64. Nizan, qui n'en savait rien, apprend la nouvelle chez Laurent et Daniel Casanova, autres figures du parti. Nous sommes arrivés à Ajaccio, là nous avons pu enfin lire les journaux que nous n'avons pas lu depuis pas mal de semaines. Et c'est là, à Ajaccio, que Nizan a lu la position du parti en ce qui concerne le pacte germano-soviétique. Le visage est absolument décomposé. Nous avons pris le bateau avec les Canadiens, parce qu'on va parler pendant tout ce trajet. Nizan était dans un état de nerfs, de tension épouvantable. Je ne peux pas tolérer ça, c'est absolument pas possible. Nous avons tout le temps voulu combattre l'hitlérisme, le nazisme. Bon, eh bien, Staline a prononcé d'excellentes raisons, mais nous n'avons pas les mêmes raisons. Il n'y a aucune raison pour que le parti démoralise tous les siens dans un moment aussi grave. Moi, je ne marche pas, je ne veux pas, ça me bouleverse, ça me... Devant la surprise de cette signature contre nature et sa mise de côté par les autres militants, dont certains étaient ravis de cette situation, il finira par quitter le parti et sera mobilisé pour contrer l'invasion allemande de 1940. Il décédera d'une balle nazie le 23 mai 1940 aux alentours de Dunkerque. David Rousset fut aussi un résistant communiste, arrêté et déporté en camp de concentration, notamment ceux de Buchenwald et de Neuengamme. Il survivra, sera libéré par les Britanniques et écrira l'année suivante l'univers concentrationnaire. Cette expérience plus que douloureuse et les témoignages qu'il glanera pour écrire son autre grand titre mémoriel, Les jours de notre mort, lui donnera une telle compréhension de ces systèmes de camps qu'il sera l'un des premiers à dénoncer ces pratiques en URSS, grâce à des témoignages de survivants des goulags qui arriveront jusqu'à lui. Dans le Figaro littéraire du 12 novembre 1949,
vous commencez une véritable croisade. C'est à ce moment-là que s'est posé, n'est-ce pas, le problème publiquement de l'existence en Union soviétique d'un système de camps qui aurait été des camps de concentration exactement, fonctionnellement parlant, structurellement parlant, et avec les résultats identiques aux camps de concentration nazis. Ça a été vraiment un grand choc, n'est-ce pas? Or, ce problème a été posé ouvertement, notamment par les Polonais, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque Staline a eu besoin de renforcer ses forces armées par un contingent de militaires polonais, où est-ce qu'ils étaient, les Polonais? Ils étaient dans des camps en Union soviétique. Donc, on les a sortis des camps, on les a renvoyés en Pologne, où on a fait la fameuse armée Anders, n'est-ce pas? Qui est rentrée dans la guerre. Mais en même temps que se constituait l'armée Anders, il est évident que les Polonais ont interrogé tous ces gens qui sortaient des camps soviétiques. Et ces documents extraordinairement précieux et précis révélaient des conditions d'internement qui rappelaient étrangement des conditions d'internement que nous avions connues dans les camps de concentration nazis. Pour avoir dénoncé ce qu'il avait vu avant tout le monde, David Rousset sera mis au banc du PCF, mais réussira malgré tout à prouver que ce qu'il disait était juste et véritable. Du reste, l'histoire est de son côté. Je vous invite fortement à découvrir ces deux auteurs ainsi que leurs ouvrages. De nos jours, le Parti communiste français, bien qu'il se maintienne dans certaines communes, représente habituellement moins de 3% des votes aux élections de niveau national. Cela dit, il est peu probable que beaucoup de ces cadres ou intellectuels nient encore les horreurs des différents régimes qui ont jalonné son histoire. Il paraît même étonnant qu'un négationnisme honteusement caché par la gauche ait conduit à sa quasi-extinction, là où un négationnisme presque revendiqué par des partis proches du fascisme conduisent leurs héritiers aux portes du pouvoir. J'ignore quelles sont les leçons à en tirer, car elles relèvent des profondeurs de la conscience humaine. Mais il est clair que la gauche qui s'exprime de nos jours en France ne remet absolument pas en cause les événements volontairement réduits par leurs aînés. Et peut-être même, elle s'en excuse, elle en a honte. Cela étant dit, il est important de se rendre compte qu'après les horreurs subies par bien des populations, c'est leur faire subir ces horreurs une seconde fois que de nier la véracité des faits qu'ils rapportent et dont nous sommes parfois témoins. Le négationnisme n'est pas mort, au contraire, il vit sous d'autres termes, sous d'autres paroles, car les subterfuges rhétoriques maquillent aisément les situations les plus scandaleuses, et les actes les plus immoraux ont lieu au nom de la justice. Nul doute qu'en ce qui concerne notre présent, des événements pourtant évidents par leur cruauté sont euphémisés, réduits à des dommages collatéraux inévitables, voire justifiés au nom d'intérêts politiques et idéologiques, à laquelle, aujourd'hui, peu de gens de gauche adhèrent. Peut-être est-ce dû au bord politique des gouvernements concernés. Après tout, il n'est pas étonnant que la droite française voit les dérives de certains régimes d'Amérique du Sud, considérés à gauche, et que la gauche voit les dérives certaines de pays du Proche-Orient dirigés par des gouvernements de droite, voire d'extrême droite. Ainsi, sans doute, concernant le négationnisme, comme pour le reste, chacun devrait balayer devant sa porte. Nous sommes en 2024 lorsque cette vidéo sort. Et aujourd'hui encore, bien des populations subissent des catastrophes liées à des guerres ou à des décisions politiques abjectes, nées de l'absence de diplomatie et de rationalité, au nom parfois d'une volonté historique ou spirituelle, mais dont l'empreinte qu'ils en garderont sera celle du mal à l'état pur. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a un génocide ouïghour, il y a eu un génocide arménien, il y a eu un génocide juif, il y a eu des génocides au XXe siècle, il n'y a pas de génocide à Gaza, il n'y a pas de génocide à Gaza, j'y peux rien. Il a fait le choix de bombarder d'une manière incroyable, c'est-à-dire qu'il a détruit plus de 85% des 360 km² de la bande de Gaza. On n'a jamais vu ça, même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a massivement bombardé l'ensemble du territoire, et pas le Hamas, mais bien tous les Palestiniens, les 2,4 millions de Palestiniens. Il n'y a pas de génocide à Gaza, j'y peux rien. Parce que je crois que c'est la vérité. Il est clair qu'un jour viendra où des livres dénonceront les négationnistes actuels, véritables incarnations de la dégénérescence intellectuelle, jaillissant avec ferveur d'esprits mous qui ont trop souvent droit à la parole et n'en font usage que pour servir des maîtres au lieu de servir des causes.
Mais la moralité, comme la justice et comme tous ces concepts abstraits dont seul l'être humain a le secret, sont, à notre guise et selon nos intérêts, sujets à interprétation. Les leçons de l'histoire ne sont au fond apprises que par ceux qui ne souhaitent pas les voir se réaliser à nouveau. Leur renaissance est donc le fruit d'une ignorance volontaire de la part de ceux qui les répètent encore et encore. À la toute fin, souhaite-t-on encore imaginer qu'il y a de la bêtise là où certainement il n'y a que de la méchanceté ? Contre cette ignorance volontaire, cette aveugle méchanceté millénaire de quelques-uns, quoi de mieux que répandre une part de la connaissance, d'éclairer la vérité pour la soumettre au regard du plus grand nombre, afin que la conscience collective et les âmes citoyennes puissent maintenir un semblant d'humanité en ce monde, pour que le passé ne soit pas vain, pour que le présent soit plus utile et que l'avenir, celui de nos prochains, soit suffisamment serein.